Dans l'Europe médiévale, rares étaient les destins prédestinés dès l'enfance à la guerre. Les fils de chevaliers recevaient une éducation noble, apprenaient à monter, à manier la lance, à servir auprès d'un seigneur, avant de devenir écuyer puis chevalier. Les fils de paysans, eux, connaissaient généralement la terre, le labeur des champs, les saisons rythmées par les semailles et les récoltes. Mais dans certaines régions d'Angleterre, et surtout du pays de Galles, il existait une autre voie pour les garçons nés sans fortune, celle de l'arc long, une arme qui allait faire la réputation et la brutalité des armées anglaises pendant près de 2 siècles. Ces archers ne naissaient pas soldats, ils étaient avant tout enfants de la campagne, habitués à garder des troupeaux ou à travailler dans les champs. Mais dès leur plus jeune âge, ils étaient poussés vers un entraînement particulier qui allait modeler leur corps et leur destinée. Cette orientation ne relevait pas seulement de la tradition, elle fut imposée par la loi. En 1363, le roi Édouard III promulgua une ordonnance qui obligeait les hommes valides à s'exercer au tir à l'arc chaque dimanche et chaque jour de fête. L'idée était simple, transformer la population en une réserve permanente de combattants capables de soutenir les armées royales. L'Angleterre, souvent engagée dans des guerres sur le continent, ne pouvait pas se passer de cette discipline collective. Dès 8 ou 9 ans, les garçons recevaient de petits arcs taillés dans du frêne ou du noisetier. Ils tiraient sur des cibles rudimentaires, comme par exemple des bottes de paille, des planches grossières, parfois de simples morceaux d'écorce accrochés à un arbre. Le tir n'était pas un loisir, c'était un devoir. Les prêtres et les autorités locales rappelaient régulièrement aux pères de famille de fournir des arcs à leurs enfants, sous peine de sanctions. Les terrains communaux se transformaient le dimanche en champs de tir, où l'on voyait aligner des dizaines de jeunes garçons bandant maladroitement leurs arcs, sous le regard sévère d'anciens soldats. La progression était constante et cruelle. Les arcs des enfants, d'une vingtaine de kilos de traction, semblaient déjà lourds pour leurs bras maigres. Mais au fil des années, on leur confiait des arcs plus puissants, jusqu'à atteindre l'arc long adulte, une pièce d'if de près de 2 mètres, capable de requérir 45 à 70 livres de traction. Ce n'était pas une arme qu'on maniait sans préparation. Il fallait des années de pratique quotidienne, des milliers d'heures passées à tendre la corde, à caler la flèche et à ajuster la visée. L'archer adulte se reconnaissait d'un seul coup d'œil. Ses épaules, par exemple, étaient disproportionnées, son torse penché d'un côté et ses doigts durcis par le frottement incessant de la corde. Les fouilles archéologiques ont confirmé ce que les chroniqueurs médiévaux pressentaient. En 1461, la bataille de Towtown, l'un des affrontements les plus sanglants de la guerre des 2 Roses, laissa sur le sol des milliers de cadavres. Des siècles plus tard, les squelettes d'archers exhumés montraient des déformations frappantes, clavicules élargies, omoplate torse, asymétrie entre le bras gauche et le bras droit. Leurs os portaient les stigmates d'une vie entière, passée à bander un arc trop puissant pour un corps humain. Ces déformations n'étaient pas accidentelles, elles étaient la norme. Chaque archer, en vieillissant, devenait une caricature de sa propre fonction. Les travaux du Mary Rose Trust, après la découverte du navire anglais coulé en 1545, révélèrent les mêmes traces sur les restes d'archers disparus en mer, en l'occurrence des squelettes tordus par une vie d'entraînement. La vie d'un jeune archer n'était donc pas seulement rude, elle était douloureuse au quotidien. Imaginez un enfant de 10 ans, ses bras encore maigres, tentant de tirer une corde qui cingle ses doigts. La corde faite de chanvre ou de lin entaillait la peau, les mains devenaient calleuses et les ongles s'usaient. À chaque tir, le cuir ou le tissu qui protégeait les doigts s'abîmait et certains garçons gardaient toute leur vie des cicatrices profondes. Les bras tremblaient, les muscles brûlaient. Le soir, après des heures d'exercice, beaucoup s'endormaient en serrant leurs poignets douloureux. Et pourtant, la discipline ne leur laissait aucun répit. Les pères rappelaient aux enfants qu'il ne s'agissait pas de s'amuser, mais de préparer leur avenir. L'ordonnance royale était claire. Négliger l'entraînement, c'était négliger la défense du royaume. Les officiers pouvaient rappeler les obligations, et certaines chroniques locales mentionnent des rassemblements où les jeunes tiraient devant les regards des notables, sous peine de punition si leur performance était jugée insuffisante. L'aspect social de cette formation était déterminant. Ces garçons savaient qu'ils n'accéderaient jamais à la chevalerie, qu'ils ne porteraient jamais la lourde armure des nobles. Leur horizon militaire, c'était l'arc. Mais cet horizon leur donnait aussi une chance unique, celle d'obtenir une solde régulière, d'être recrutés dans les armées royales, parfois même d'être envoyés au-delà de la Manche pour participer aux campagnes de France. Les familles, conscientes de cela, poussaient leurs fils à persévérer. Pour beaucoup de paysans, l'arc représentait une assurance de survie sociale.
Cette préparation, bien que brutale, façonnait aussi un esprit collectif. Les jeunes archers grandissaient ensemble, tiraient côte à côte, se jaugeaient et se défiaient. L'ordonnance d'Édouard III transformait le tir à l'arc en une activité communautaire. Dans les champs communaux, les rires des enfants se mêlaient aux cris des instructeurs, les cordes claquaient à l'unisson et les flèches sifflaient dans le vent. Certains en faisaient presque un jeu, visant des oiseaux ou des lapins, mais derrière le jeu se cachait toujours la préparation à la guerre. Le contraste entre l'apparence modeste de ces enfants et la puissance de leurs armes futures était frappant. Ces garçons n'étaient pas destinés à devenir de simples chasseurs. Chaque flèche tirée à l'entraînement portait déjà l'ombre des batailles à venir, où ils devraient viser non plus des cibles de bois, mais des hommes et des chevaux lancés au galop. Leur enfance était donc une initiation progressive à la brutalité. Ils apprenaient à endurer la douleur, à serrer les dents, à recommencer malgré la fatigue. Ce dressage silencieux faisait d'eux, dès l'adolescence, des combattants aguerris. Les sources modernes confirment à quel point cette préparation marqua leur corps et leur existence. Les British Archaeological Reports détaillent les anomalies osseuses retrouvées sur les champs de bataille et dans les cimetières militaires. Comme dit précédemment, les chercheurs du Mary Rose Trust, après avoir analysé les squelettes du navire Tudor, ont montré que même les archers jeunes présentaient des signes d'usure comparables à ceux d'hommes âgés. L'entraînement intensif n'épargnait personne. À 15 ans déjà, certains garçons avaient des épaules d'hommes de 40. Ainsi se formait l'archer médiéval. Dans l'Europe de la guerre de Cent Ans, le symbole de l'archer anglais est indissociable de son arme, le longbow. Cet arc d'origine galloise qui allait marquer l'histoire militaire. Ce n'était pas un outil de chasse banalisé, mais un instrument conçu pour transformer des paysans disciplinés en soldats capables de briser une charge de chevaliers bardés de fer. Taillé dans le bois d'if, l'arc long atteignait généralement entre 1,80 m et 2 m. Sa taille impressionnante n'était pas un hasard. Plus l'arc était long, plus ses branches peuvent stocker d'énergie et la restituer à la flèche. Le choix de l'if tenait à sa structure même. L'aubier plus souple et le duramen plus rigide travaillaient ensemble comme les deux lames d'un ressort naturel. Les artisans médiévaux savaient en tirer parti. La confection d'un longbow demandait patience et savoir-faire. Après avoir abattu l'arbre, on débitait le bois en suivant scrupuleusement les fibres. Puis, on laissait sécher les ébauches, parfois plusieurs années. Le façonnage progressif était crucial. On rabotait et on affinait les branches jusqu'à ce que l'arc plie de façon homogène. Cette étape s'appelait l'équilibrage, en anglais « tillering ». C'était un moment décisif. Si une branche résistait plus que l'autre, l'arc risquait de se briser à la première traction. Les artisans testaient l'arc en le bandant progressivement, observant la courbure, ajustant avec une précision millimétrée. Un mauvais tillering condamnait des semaines de travail. Une fois terminé, l'arc était poli et protégé. On l'enduisait d'huile de lin, de cire ou bien encore de graisse animale pour limiter l'absorption d'humidité. Car l'ennemi de l'archer n'était pas seulement le chevalier en armure, c'était aussi le climat anglais et français. Les pluies incessantes qui pouvaient faire gonfler le bois et détendre les cordes. Un arc mal entretenu perdait sa puissance et pouvait même devenir inutilisable en pleine bataille. Les arcs de guerre retrouvés dans l'épave du Mary Rose, navire de guerre Tudor coulé en 1545, confirment cette expertise. Ils montrent des puissances de traction allant de 45 à plus de 70 livres anglaises. Bander une telle arme exigeait une force phénoménale et surtout des années d'entraînement. Les archers pliaient l'arc jusqu'à l'oreille. Ce point d'ancrage garantissait une allonge constante et donc une trajectoire reproductible. Chaque tir sollicitait tout le dos, les épaules et les bras. Les ossements d'archers étudiés par le Mary Rose Trust révèlent les stigmates de cette pratique. Clavicule élargie, épaules déformées, insertion musculaire remodelée. Ces marques sont la signature biologique du longbow. Mais l'arc seul ne suffisait pas. C'est l'arsenal de flèches qui en faisait une arme polyvalente. Deux types dominent dans les sources, les bodkins et les broadheads. Les bodkins, pointe effilée et allongée, concentraient l'impact sur une surface réduite. À courte distance, ils pouvaient pénétrer une côte de mailles ou certaines armures médiocres. Mais ils ne transperçaient pas systématiquement une bonne plaque d'acier trempée à plus de 100 mètres, contrairement à une légende trop simplifiée.
Les broadheads, au contraire, possédaient une large lame en forme de feuille. Ils infligeaient des blessures béantes aux combattants peu protégés et se révélaient particulièrement efficaces contre les chevaux. Abattre une monture, c'était renverser son cavalier, bloquer la charge et semer la panique. Chaque flèche mesurait environ 90 cm. Les fûts, en bois droit et dense, frênes, pins, peupliers selon les ressources locales, étaient empennés de plumes d'oie. L'empennage, collé et ligaturé, stabilisait la flèche en vol. Les carquois permettaient d'en transporter quelques dizaines, mais en pleine bataille, les archers plantaient souvent des faisceaux de flèches devant eux, la pointe dans le sol meuble, pour accélérer le tir. Cette image classique doit être maniée avec prudence, pratique attestée par certains récits, mais pas universelle. Ce qui est certain, c'est que les campagnes militaires anglaises embarquaient des cargaisons colossales de flèches, parfois des centaines de milliers, produites à la chaîne par des ateliers spécialisés. Les cordes, quant à elles, fabriquées en lin ou en chanvre, étaient fragiles. Un archer prudent transportait toujours des cordes de rechange, soigneusement protégées dans des boîtes de cuir graissé. La pluie pouvait ruiner une corde en quelques heures, raison pour laquelle les archers veillaient à ce détail, comme à leur survie. L'équipement de l'archer ne se limitait pas à son arc et à ses flèches. Il emportait aussi des armes secondaires. La dague était la plus fréquente. Courte, robuste, elle servait à achever les ennemis tombés à terre, parfois incapables de se relever sous le poids de leurs armures. Certains portaient une petite épée ou un couteau long. En combat rapproché, ces armes faisaient la différence, car l'archer, une fois l'ennemi au contact, n'avait plus le temps de bander son arc. Un petit bouclier pouvait apparaître, mais il restait rare. La mobilité restait sa meilleure défense. Quant à la protection, elle variait selon les moyens. La plupart des archers combattaient en tunique de laine ou en gambesons matelassés. Certains avaient une brigantine, sorte de veste renforcée de petites plaques de métal rivetées sous le tissu. Mais rares étaient ceux qui pouvaient se payer une armure complète. Contrairement aux chevaliers, ils combattaient légers, dépendant du terrain, de la discipline collective et de la distance pour survivre. Cette fragilité explique la tactique anglaise. On plaçait ainsi les archers derrière des rangées de pieux fichés en terre pour briser la charge des chevaux. Comparés aux autres armes de jet de l'époque, les longbows représentaient une singularité. Sur le continent, on utilisait souvent des arcs plus longs, moins puissants, adaptés à la chasse ou à la défense urbaine. Les arbalètes génoises, en revanche, jouissaient d'une grande réputation. Leurs carreaux lourds pouvaient transpercer des protections épaisses. Mais l'arbalète souffrait de deux faiblesses majeures, son coût et sa lenteur de rechargement. Avec un étrier ou un moufle, l'arbalétrier tirait un carreau par minute, 2 au plus. Un archer, quant à lui, bien entraîné, pouvait tirer 6 à 10 flèches par minute sur une courte séquence. Ce différentiel de cadence se révéla décisif dans plusieurs batailles. Jean Froissart, dans ses chroniques, décrit avec force l'effet psychologique de ces volées. À Crécy, en 1346, il raconte que les archers anglais, postés en hauteur et protégés par des pieux, tirèrent en cadence si rapide que, je cite, « le ciel en fut obscurci ». Les arbalétriers génois, avançant sur leurs pavois ou incapables de les déployer à temps, furent balayés avant même de décocher leur second trait. Derrière eux, la cavalerie française, lancée trop tôt, les piétina dans la confusion. Froissart exagère peut-être l'image de la nuit tombant sous les flèches, mais le principe est exact. La cadence collective et la discipline anglaise rompaient l'élan ennemi avant le choc. Strickland et Hardy, dans The Great Rowbow, daté de 2005, insistent sur cette réalité. L'arc long n'était pas seulement une arme, c'était un système. Il fallait des années de formation physique, un artisanat précis, une logistique de flèches à grande échelle et enfin une doctrine tactique adaptée. L'arc long, dans ce cadre, devint le cœur de la puissance militaire anglaise au XIVe et au XVe siècle. Dans l'univers médiéval, la hiérarchie sociale était aussi visible sur les champs de bataille que dans les villages. Les archers, bien qu'indispensables aux armées anglaises, n'étaient pas considérés comme des héros. Ils appartenaient presque tous à la roture, familles paysannes, artisans modestes ou bien journaliers sans terre. Leur rôle militaire était reconnu pour son efficacité, mais leur statut demeurait inférieur. Aux yeux des chevaliers et des nobles, l'archer restait un homme de basse condition, un auxiliaire utile mais sans prestige. Les chansons de gestes glorifiaient la chevalerie, rarement les rangs obscurs des archers. Pourtant, la couronne savait leur valeur. Sous Édouard III, un archer pouvait toucher environ 6 deniers par jour, soit davantage qu'un simple fantassin anglais payé généralement 4 deniers.
Ces chiffres apparaissent dans les rôles de soldes conservés et analysés par l'historien Clifford Rogers. Cette rémunération plaçait l'archer dans une catégorie intermédiaire, toujours roturier, mais un peu mieux traité financièrement. Dans une économie où un pain pouvait coûter 1 denier, ces 6 deniers suffisaient à nourrir une famille modeste. Mais cette solde théorique était souvent versée en retard. De nombreux témoignages montrent que les archers attendaient parfois plusieurs semaines, voire des mois, avant d'être payés. La vie quotidienne de l'archer en campagne reflétait cette situation. Les campements étaient rudimentaires, dressés dans des camps détrempés ou des terres réquisitionnées. Les tentes étaient réservées aux capitaines et aux nobles. La plupart des archers dormaient à la belle étoile, sous leur manteau, parfois dans des abris improvisés de branchages. L'humidité, la boue et le froid faisaient partie du quotidien. Les sources contemporaines décrivent les armées embourbées, les hommes grelottants, incapables de trouver un endroit sec pour se reposer. Leur alimentation était tout aussi précaire. Les rations se composaient le plus souvent de pain noir et de bière faible, cette dernière servant à éviter l'eau stagnante qui pouvait transmettre des maladies. Les intendants distribuaient parfois du fromage ou du poisson salé, mais ces denrées dépendaient des circuits d'approvisionnement. En campagne longue, la faim se faisait sentir. Les archers complétaient leurs repas en chassant ou en pillant les fermes, ce qui provoquait la colère des populations locales et parfois des sanctions de leurs supérieurs. La question sanitaire était cruciale. Dans les armées médiévales, plus d'hommes mouraient de maladies que de coups d'épée. Les archers n'échappaient pas à la règle. La dysenterie, liée à l'eau souillée, emportait des dizaines d'hommes en quelques jours. Les fièvres circulaient rapidement dans les campements, aggravées par la promiscuité et la faiblesse des corps. Lors des expéditions prolongées, le manque de nourriture fraîche entraînait des symptômes proches du scorbut, même si le terme n'était pas encore connu. Ces réalités sont confirmées par les recherches modernes sur la logistique anglaise et par les chroniques du XIVe siècle. Un exemple en témoigne, lors de la campagne de 1346, avant la bataille de Crécy. Plusieurs sources mentionnent en effet que des soldats anglais étaient affaiblis par la maladie. Ces hommes n'avaient pas encore affronté l'ennemi, qu'ils devaient déjà lutter contre les fièvres et la diarrhée. Cette anecdote rappelle que la guerre médiévale était autant une lutte contre la faim et la maladie que contre l'adversaire. Le statut social des archers reflétait cette dure réalité. Dans leur village, il restait des paysans, mais des paysans qui avaient vu la guerre. Certains revenaient avec un peu d'argent, un cheval capturé ou encore des biens acquis au pillage, tolérés dans certaines circonstances. D'autres recevaient des récompenses officielles, comme par exemple des exemptions fiscales, des petites concessions de terre ou encore des faveurs locales. Mais ces gratifications étaient exceptionnelles. La majorité rentrait les mains vides, parfois estropiées. Les blessures de guerre, l'usure des os et des articulations les condamnaient souvent à une vie de pauvreté s'ils ne pouvaient plus travailler au champ. Ceux qui ne trouvaient pas leur place retournaient parfois aux armes. Après les grandes campagnes, de nombreux archers rejoignaient les compagnies libres, des bandes de mercenaires parcourant la France, l'Italie ou l'Espagne pour vendre leurs services. Froissart évoque ces bandes où l'on trouvait quantité d'archers anglais, survivant grâce au pillage et à la rançon. En Angleterre, certains tentaient de se réinsérer avec l'aide de la couronne, qui leur accordait parfois des réductions d'impôts pour services rendus. Mais pour beaucoup, la guerre restait leur seule compétence. L'archer médiéval n'était pas seulement un soldat armé d'un arc, il incarnait une méthode de guerre, une manière d'organiser un champ de bataille autour de la discipline collective, du terrain et de la saturation de projectiles. Sa puissance ne résidait pas dans la précision individuelle, mais dans la combinaison de milliers de tirs coordonnés capables de briser les charges les plus redoutées de la chevalerie. Comme on l'a vu, les archers étaient placés sur les flancs ou en avant de la ligne principale, souvent en formation de herses ou de chevrons, qui permettaient de croiser les tirs. Devant eux, ils plantaient des pieux inclinés, innovation tactique déjà éprouvée dans les décennies précédentes. Le choix du terrain jouait un rôle capital. Pentes, haies, fossés, sol meuble ou boueux. Ces dispositions transformaient un espace ouvert en une nasse où la cavalerie ennemie perdait sa supériorité. La clé de l'efficacité restait la cadence de tir. Un archer entraîné pouvait tirer entre 6 et 10 flèches par minute, une cadence qu'aucune arme de jet médiévale ne pouvait égaler. L'arbalète, bien que puissante, ne permettait qu'un ou 2 carreaux par minute. Le longbow saturait l'air de projectiles et chaque volée collective visait à désorganiser l'ennemi plutôt qu'à tuer individuellement.
L'effet psychologique était aussi décisif que l'effet létal. Charges brisées, chevaux paniqués et cohésion ennemie détruite. Un exemple marquant de cette tactique se déroula non pas en France, mais au Portugal, lors de la bataille d'Alrubarrota en 1385. Cette bataille opposa les forces portugaises de Jean Ier, dirigées par Nuno Álvares Pereira, à l'armée castillane de Jean Ier de Castille, renforcée par une partie de la noblesse française. Les Portugais, bien moins nombreux, devaient leur survie à une préparation méthodique dans laquelle les archers anglais, venus en soutien, jouèrent un rôle central sur les ailes. Le champ de bataille avait été choisi avec soin. Les Portugais se retranchèrent sur la colline de São Jorge et aménagèrent des fossés, des pieux et des trous camouflés, appelés Covas de Lobo. Les archers anglais furent disposés sur les ailes, légèrement en avant des lignes portugaises. Leur mission, cribler de flèches les chevaliers castillans et français dès qu'ils tenteraient de gravir la pente. Lorsque la cavalerie castillane s'élança, elle se heurta d'abord aux obstacles préparés. Fossés et pièges ralentirent la charge. Puis les volées commencèrent. Les archers décochaient à cadence rapide, leurs tirs en cloche retombant sur les rangs serrés. Les chevaux, frappés au flanc et désorientés par les obstacles, se cabraient et chutaient, projetant à terre leurs cavaliers lourdement armés. Dans l'espace resserré, chaque chute devenait un obstacle supplémentaire, accentuant la confusion. Les chroniques de Fernão Lopes rapportent que la première vague castillane se heurta contre ce mur invisible de pièges et de projectiles. Les vagues suivantes, entassées derrière, perdirent leur cohésion. Les cris des chevaux blessés, le fracas des armures renversées et la pluie continue des traits transformèrent la pente en un chaos sanglant. Les chevaliers français ne purent jamais engager un combat découvert. Le feu des archers avait rempli sa mission, briser l'élan de la chevalerie avant même le choc. Ce qui rend Alrubarrota si parlant pour comprendre les tactiques de tir, c'est la combinaison des méthodes. Les archers anglais travaillaient en coordination avec les fantassins portugais. Une fois les charges ralenties, les hommes d'armes au centre pouvaient contre-attaquer, profitant du désordre semé par les flèches et les fossés. La victoire fut totale. L'armée castillane, pourtant largement supérieure en nombre, se brisa contre une position tenue par des effectifs 2 à 3 fois moindres. Alrubarrota démontre que les tactiques d'archerie anglaises pouvaient être exportées et intégrées à d'autres armées. Leur rôle n'était pas isolé, il faisait partie d'un système défensif global où le terrain, les pièges et la discipline portugaise se conjuguaient avec la pluie de flèches. Les archers ne furent pas de simples auxiliaires. Dans plusieurs grandes batailles médiévales, leur rôle fut décisif au point de changer le destin d'un royaume. Deux affrontements distincts de près de 60 ans l'illustrent parfaitement. Poitiers en 1356 et Falkirk en 1298. L'un marqua l'apogée de la guerre de Cent Ans, l'autre scella la domination anglaise sur les révoltes écossaises. Dans les deux cas, l'arc long et les tactiques collectives des archers pesèrent autant que la cavalerie ou les épées des chevaliers. À Poitiers, le 19 septembre 1356, le prince noir, fils d'Édouard III d'Angleterre, affronta l'armée française menée par le roi Jean de Lebon. Le rapport de force était inégal. Les Français disposaient d'environ 12 à 15 000 hommes, les Anglais 6 à 7 000, dont une forte proportion d'archers. Le terrain fut choisi avec soin. Haies, vignobles et chemins étroits formaient un espace défensif naturel. Les archers furent déployés sur les flancs, dissimulés en partie par la végétation, prêts à cribler les assaillants. Lorsque la cavalerie française lança ses premières charges, elle fut accueillie par un déluge de traits. Les flèches tombaient en tir en cloche, sur les rangs serrés, transformant l'avance en désordre. Les chevaux paniqués s'effondraient les uns sur les autres. Des témoins rapportèrent que les volées donnaient l'impression d'un vent invisible frappant les armures, si bien que les chroniqueurs parlèrent d'un véritable vent de mort s'abattant sur les rangs. Le choc psychologique était immense. Chaque charge se brisait avant même d'atteindre les lignes anglaises. La bataille s'éternisa. À mesure que les assauts échouaient, les archers resserraient leur harcèlement, visant les flancs et les chevaliers isolés. L'infanterie anglaise, jusque-là restée en retrait, contre-attaqua au moment opportun. L'effet conjugué des flèches et de la discipline transforma l'infériorité numérique anglaise en avantage stratégique. Le point culminant survint lorsque Jean II, le roi de France, fut encerclé avec sa garde. Il combattit avec courage, mais fut finalement capturé. Cet événement bouleversa le royaume de France, précipitant une crise politique et financière majeure.
comme l'a montré l'historien Andrew Hayton dans The Battle of Poitiers, les archers furent un facteur déterminant de ce renversement. Sans eux, les Anglais n'auraient jamais pu vaincre une armée 2 fois plus nombreuse et capturer un roi. Mais ce type de victoire ne fut pas limité à la guerre de 100 ans. Près de 60 ans plus tôt, en 1298, les archers avaient déjà démontré leur efficacité lors de la bataille de Falkirk en Écosse. Cette fois, il s'agissait des contingents gallois enrôlés par Édouard Ier d'Angleterre. Face à lui, William Wallace et son armée écossaise avaient adopté une tactique défensive redoutable. Les schiltrons, de grandes formations circulaires de piquets hérissés de lances. Ces murs de bois étaient presque impénétrables pour la cavalerie anglaise. Les charges successives de chevaliers échouèrent, repoussés par les piques dressées. Ce fut alors que les archers gallois intervinrent. Édouard Ier les plaça pour viser directement les schiltrons. Les flèches s'abattirent sur les rangs serrés, touchant les hommes non protégés par des armures complètes et semant le chaos. Les piquets, incapables d'avancer ou de se disperser, étaient des cibles parfaites. Les chroniques anglaises, comme celle de Walter of Gisborough ou de la Chronicon de Lanercost, relatent l'appui de traits qui ouvrit des brèches dans les formations écossaises. Une fois les cercles désorganisés, la cavalerie anglaise put charger à nouveau, cette fois avec succès. La combinaison des flèches et des sabots transforma la résistance écossaise en déroute. Wallace parvint à s'échapper, mais son armée fut écrasée. Falkirk démontre un principe fondamental. Les archers n'agissaient pas seuls, mais en complément de la cavalerie et de l'infanterie. Les piques écossaises avaient résisté aux charges frontales, mais pas aux volées d'archers. Ce fut l'alliance de ces deux armes, l'arc et le cheval, qui assura la victoire anglaise. Comme on l'a vu, être archer au Moyen-Âge, c'était non seulement endurer les souffrances physiques de l'entraînement et des batailles, mais aussi vivre sous la menace constante de représailles, mais également d'une violence qui dépassait souvent les règles de la guerre. La peur des représailles était nourrie par des précédents terribles. Lors de la bataille d'Azincourt, en 1415, les archers anglais participèrent à l'une des scènes les plus brutales de la guerre de 100 ans. Après avoir brisé les charges françaises sous un déluge de flèches, l'armée d'Henri V se retrouva avec des milliers de prisonniers. Le roi, craignant une reprise des combats et incapable de surveiller autant de captifs, ordonna l'exécution d'une partie d'entre eux, soit plusieurs centaines de nobles et d'hommes d'armes. Les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet racontent qu'ils furent égorgés à la hâte, un récit saisissant qui reflète l'horreur de la scène. La Gesta Henrici Quinti, source anglaise contemporaine, confirme l'ordre royal d'exécuter les captifs, sans préciser la méthode employée. C'était une transgression choquante du code chevaleresque, mais dictée par la peur de voir les prisonniers se rallier à une nouvelle attaque. Dans ce massacre, des hommes de rang inférieur, parmi lesquels figuraient les archers, furent requis pour accomplir la tâche, car de nombreux chevaliers rechignaient à tuer des captifs désarmés. Juliette Barker, dans Agincourt, insiste sur l'effet psychologique de cet épisode. Les archers, simples hommes du peuple, étaient devenus des instruments de la terreur royale. Un autre aspect de cette violence est resté dans la mémoire collective sous la forme du fameux mythe des doigts coupés. On raconte que lorsqu'ils capturaient des archers anglais, les Français leur tranchaient l'index et le majeur, les deux doigts nécessaires pour bander le longbow. Cette histoire, souvent reprise dans la culture populaire, illustre bien la crainte qu'inspiraient ces soldats. Pourtant, les historiens considèrent aujourd'hui cette anecdote comme probablement apocryphe. Aucune source médiévale directe ne décrit en effet un tel châtiment systématique. L'idée en revanche traduit une réalité symbolique. Le simple fait qu'un tel mythe ait circulé montre combien l'archer représentait une menace spécifique au point d'imaginer une mutilation ciblée pour neutraliser son arme. Ce récit, qu'il soit vrai ou non, s'est gravé comme une légende noire, renforçant l'image de l'archer comme ennemi à craindre et à punir. La dimension psychologique était tout aussi cruciale que la dimension militaire. Les archers incarnaient une rupture avec l'ordre féodal. Dans une société où le prestige reposait sur la chevalerie, voir des paysans infliger la mort à des nobles bardés d'acier était insupportable pour beaucoup de contemporains. Les chroniques françaises peignent parfois ces archers comme des hommes grossiers, meurtriers à distance, qui tuaient sans risquer le corps à corps honorable. Ce mépris alimentait en retour la peur des représailles. Si un archer était capturé, il pouvait rarement espérer le traitement réservé aux chevaliers. Là où un noble avait droit à la rançon, l'archer risquait l'exécution sommaire.
L'anecdote rapportée par Monstrelet lors d'Azincourt illustre à quel point cette peur se matérialisait dans le sang. Les prisonniers, incapables d'être gardés, furent tués sur ordre royal, mais la tâche fut confiée aux hommes les plus disponibles, parmi lesquels des archers. Ceux-ci passèrent du statut de tireur à distance à celui de bourreau. Le contraste était saisissant. Ces hommes du commun, qui venaient pour beaucoup des campagnes anglaises, se retrouvaient à tuer des seigneurs captifs, transgressant tous les codes de l'honneur féodal. La peur changeait de camp. Elle n'était plus seulement celle des archers capturés, mais aussi celle qui les inspirait par leur brutalité contrainte. Cette image de l'archer, entre instrument de victoire et cible de représailles, nourrit une tension constante. Dans l'armée anglaise, chacun savait que la capture pouvait être fatale. L'archer n'était pas un combattant anonyme, il représentait une arme sociale, une subversion de l'ordre établi. Les nobles craignaient moins les épées de leurs pairs que les volées de flèches venues du champ opposé. Dans cette inversion symbolique, l'archer portait sur lui la haine accumulée des classes dominantes ennemies. Après la bataille de Poitiers en 1356 et surtout le traité de Bretigny en 1360, une large partie des combattants anglais licenciés se retrouva sans emploi. Ces hommes, habitués aux campagnes militaires, n'avaient pas de place dans l'économie rurale traditionnelle. Les archers du roi, en particulier, avaient passé des années à s'exercer à l'arc long, parfois depuis leur enfance, et leurs compétences ne trouvaient guère d'usage en temps de paix. Beaucoup rejoignirent alors ce que l'on appelait les grandes compagnies, formation de mercenaires qui parcouraient la France et l'Espagne, vivant de contrats temporaires ou bien de pillages lorsqu'un employeur ne se manifestait. Ces compagnies, composées d'hommes d'armes, de routiers et d'archers, sont devenues une véritable puissance parallèle. Leur organisation permettait de négocier avec des princes, mais aussi d'imposer leurs lois aux populations. Les chroniqueurs du temps soulignent à quel point ces bandes étaient redoutées. Quand elles entraient dans une région, elles exigeaient le paiement d'un pâtis, une contribution versée par les communautés pour échapper aux destructions. Ceux qui refusaient voyaient leur village incendié. Des notables étaient capturés et libérés contre rançon, une pratique répandue qui finançait l'entretien des troupes. Dans les campagnes du sud de la France, les habitants vivaient dans la peur de voir apparaître des archers étrangers, aussi habiles à tendre un arc qu'à terroriser la population civile. La guerre de Castille, dans les années 1360, fut l'un des théâtres où l'on retrouve beaucoup de ces archers anglais. Le royaume de Castille était alors déchiré par la lutte entre le roi Pierre Ier, surnommé Pierre le Cruel, et son demi-frère Henri de Trastamare. Chacun cherchait des alliés hors de ses frontières. Pierre, appuyé par Édouard de Moustoc, le fameux prince noir, fit appel à des contingents anglo-gascons, comprenant de nombreux archers. En 1367, à la bataille de Narera, ces archers combattirent aux côtés des forces du prince noir et infligèrent une lourde défaite aux partisans d'Henri, parmi lesquels se trouvait Bertrand du Guesclin, fait prisonnier ce jour-là. Cette présence d'archers venus d'Angleterre et d'Aquitaine montre combien le mercenariat avait pris une dimension internationale, où des soldats changeaient de théâtre d'opération en fonction des contrats proposés. Mais ces hommes ne servaient pas seulement dans les grandes batailles. Quand la solde manquait, ils se tournaient vers la prédation. Les chroniques rapportent qu'en Espagne, comme en France, les compagnies de mercenaires incendiaient des bourgs incapables de payer, capturaient des habitants pour obtenir des rançons et terrorisaient les campagnes. Leur efficacité reposait sur la cohésion militaire et sur la réputation de leurs archers, réputés capables de percer une armure à bonne distance. Là où un simple paysan n'avait aucune défense, la menace était suffisante pour forcer les villages à céder. Jean Froissart, témoin attentif de la seconde moitié du XIVe siècle, a laissé des descriptions précieuses. Dans ses chroniques, il raconte comment les grandes compagnies, composées en partie d'archers anglais, ravageaient le Languedoc et d'autres provinces. Selon lui, les habitants fuyaient à leur approche, préférant abandonner leurs biens plutôt que d'affronter ces bandes armées. Froissart décrit aussi la décision des rois de France d'exporter ces compagnies vers l'Espagne, en les encourageant à rejoindre du Guesclin afin de débarrasser le royaume de leur présence dévastatrice. Ces récits, même teintés de littérature, confirment le poids de ces mercenaires dans la vie des populations civiles. La figure de l'archer mercenaire incarne les contradictions du temps. D'un côté, il est un professionnel de la guerre, formé dès l'enfance, capable de tirer plusieurs flèches par minute, avec un arc dépassant les 100 livres de puissance. De l'autre côté, cet entraînement faisait d'eux une ressource militaire recherchée par tous les princes d'Europe. Quand la paix régnait, il devenait une menace. Quand la guerre reprenait, il redevenait précieux.
Les grandes compagnies n'étaient pas seulement un problème militaire, mais aussi un problème social et économique. Elles pesaient sur les villages déjà affaiblis par la peste et les famines. Elles rendaient les routes dangereuses pour les marchands, ralentissaient les échanges et ruinaient des régions entières. Les princes devaient négocier avec elles, les acheter ou bien encore les orienter vers d'autres conflits pour détourner leur violence. Les historiens modernes, comme Kenneth Fowler, ont montré que le mercenariat médiéval fonctionnait comme une véritable économie de guerre. Les capitaines négociaient directement avec les souverains, passaient des contrats précis et leur fidélité dépendait du versement régulier de la solde. Dans ce système, les archers anglais occupaient une place centrale. Réputés pour leur discipline et leur efficacité, ils donnaient du poids à n'importe quelle compagnie qui les comptait dans ses rangs. Leur trajectoire, de la gloire des batailles royales à la violence mercenaire des campagnes, illustre la fragilité de l'ordre médiéval, toujours menacé par des hommes qui ne connaissaient que l'art de la guerre. Au tournant de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, l'archer médiéval, figure emblématique des grandes batailles de la guerre de Cent Ans, entame un long déclin. Pendant plus de 2 siècles, le longbow anglais avait donné un avantage tactique considérable, capable de cribler de flèches les chevaliers cuirassés et de briser les charges de cavalerie. Mais à partir du XVe siècle, une nouvelle arme fait son apparition sur les champs de bataille d'Europe, l'arquebuse. Avec elle, c'est tout l'équilibre militaire qui s'en trouve bouleversé. L'arquebuse, alimenté par la poudre noire, permet à courte distance de percer les armures, ce que l'arc long exigeait des années de pratique et une force physique hors du commun. L'arme à feu le réalisait après un temps d'apprentissage nettement plus court. Cette transformation progressive, encore balbutiante au XVe siècle, condamna à terme le rôle central des archers. Les chroniqueurs de l'époque soulignent la puissance de ces armes nouvelles. Les armures, qui s'étaient épaissies pour résister aux flèches, se retrouvèrent vulnérables face au plomb projeté à grande vitesse. Là où l'archer devait viser avec précision et compter sur la pénétration de la flèche, le tir d'arquebuse pouvait briser certaines pièces de plaque à courte portée et infliger des blessures irrémédiables. Charles Oman, dans son étude de l'art de la guerre médiévale, insiste sur ce basculement. L'avantage technologique change de camp, passant des archers aux arquebusiers et avec lui l'organisation des armées européennes. Pour autant, l'arc ne disparut pas du jour au lendemain. Au début du XVIe siècle, on voit encore des contingents d'archers prendre part aux grandes campagnes. L'exemple le plus marquant est la bataille de Flodden en 1513, lorsque l'armée anglaise affronte les Écossais du roi Jacques IV. Ce fut l'un des derniers grands affrontements où les archers anglais furent déployés en nombre, mais leur rôle était désormais en déclin, intégrés à une armée où l'artillerie et les armes à feu prenaient une place croissante. À Flodden, les archers contribuèrent à la victoire anglaise, mais on savait déjà qu'ils appartenaient à une tradition en voie d'extinction. L'époque des Crécy et des Poitiers, où les volées de flèches dominaient le champ de bataille, semblait déjà lointaine. L'épisode de Flodden illustre ce paradoxe. Les archers avaient encore une utilité tactique réelle, mais ils n'étaient plus systématiquement décisifs. Leur efficacité se heurtait à la discipline des formations de piquiers et à la montée en puissance de l'artillerie. L'Europe entrait dans une ère où les batailles se gagnaient par le feu et l'acier, et non plus par la pluie de flèches. Les souverains eux-mêmes comprenaient que former un archer coûtait des années, alors qu'un arquebusier pouvait être formé beaucoup plus rapidement. Le calcul économique se mêlait à la stratégie militaire. L'arc long devenait un luxe d'un autre temps. Au milieu du XVIe siècle, les souverains anglais réorganisent leurs forces. Henri VIII, engagé dans des campagnes contre la France et l'Écosse, met l'accent sur l'artillerie de campagne, les arquebusiers et les nouvelles formations disciplinées. L'arc long reste présent, mais n'est plus qu'un appoint. Les règlements militaires ordonnent de recruter toujours davantage d'hommes armés d'arquebuses capables de tirer en salve derrière des rangs de piques. C'est cette combinaison de feu et de fer qui définit désormais la guerre. L'épisode de la Mary Rose, que l'on a déjà évoqué, épisode où des arcs longs ont été retrouvés lors des fouilles modernes, illustre la survivance de cette arme dans la marine Tudor. Mais plus qu'un instrument décisif, l'arc y apparaît comme un vestige, conservé par habitude, tandis que l'avenir militaire s'écrivait avec la poudre et le plomb. La transition du tir à l'arc à la guerre de feu et de fer fut donc progressive, marquée par des résistances, des survivances et des ruptures brutales. Dans certaines campagnes locales, on continua d'utiliser l'arc bien après son déclin dans les grandes batailles. Dans les forêts, les garnisons rurales ou les levées de paysans, les arcs gardaient un rôle.
Mais dans les grandes armées royales, tout s'orientait désormais vers les arquebusiers, les piquiers et l'artillerie. La figure de l'archer, si centrale au XIVe siècle, devenait peu à peu une image d'un âge révolu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.